11 heures sur Go Entrepreneur Paris et déjà la troisième table ronde rien que dans ce studio. Alors après l'importance du réseau dans l'entrepreneuriat féminin, la protection industrielle, on s'attaque désormais au sujet du numérique sous l'angle de la sécurité. Alors on le sait, la crise a été un formidable catalyseur pour la digitalisation des entreprises et en cette période de relance, nombreuses sont les entreprises qui vont devoir encore accélérer pour pas décrocher. Mais attention, la dématérialisation ne sera pas sans risque. RGPD, réglementation applicable à la vente à distance, CGU, sécurisation des contrats, droit de la consommation. Autant de questions qu'il est important de se poser avant de se lancer. Alors, je vais laisser la main sur cette table ronde. En présence, il y aura trois avocats et un entrepreneur qui vont vous livrer leurs témoignages et leurs conseils. Bonne table ronde. Eh bien, bonjour à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui est organisée par le salon Go Entrepreneur. Donc, le thème que nous allons aborder est simple. Prenez le virage du numérique en toute sécurité. Alors, je me présente rapidement, Jean-Baptiste Blanc. Je suis avocat au barreau de Marseille et je suis membre du Conseil national des barreaux. Les avocats interviennent, comme vous le savez, comme partenaires dans ce salon pour mettre en avant le rôle que peut et que doit avoir un avocat aux côtés des entrepreneurs, que ce soit aussi bien dans le cadre de la reprise économique, c'est ce qui vient d'être dit par notre présentateur, ou aussi bien dans l'optique d'une création d'entreprise en règle générale. Alors, dans une période où le virage du numérique devient une réalité entrepreneuriale, il est indispensable de développer le réflexe avocat pour créer, pour gérer sa solution numérique, voire anticiper les risques qui sont liés à son activité. Alors, trois intervenants seront à mes côtés pour vous exposer cette thématique. Je vous présente donc Héloïse Urbain, qui est avocate au barreau de Paris et qui exerce principalement en droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, mais également en protection des données personnelles. Je vous présente également Olivier Hayat, qui est également avocat au barreau de Paris et qui exerce principalement dans les domaines du droit, technologie et de l'information, mais également en droit de la propriété intellectuelle. Et enfin, pour accompagner cette table ronde, notre entrepreneur, Charles Digby-Smith, qui est directeur général de la société Eve Sleep France, qui est une société spécialisée dans la vente de matelas en ligne et qui viendra notamment nous faire part de son retour d'expérience dans le cadre de la création et de la gestion de son activité en ligne. Donc nous sommes ensemble pour aller grosso modo 45 minutes, alors on ne va pas perdre de temps. Je vais tout de suite laisser la parole à Olivier pour nous présenter les différents enjeux de cette table ronde. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence. On est absolument ravis de pouvoir intervenir parce que les avocats sont souvent synonymes d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on pense souvent à l'avocat dans un cadre contentieux et c'est un tort parce que l'avocat sera performant, voire beaucoup plus performant pour chercher des solutions avant que les problèmes n'arrivent qu'une fois qu'ils sont arrivés où le périmètre sera un petit peu limité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés sur les aspects relatifs notamment au droit du numérique et des données personnelles. Et nous allons démarrer immédiatement avec un premier point qui est créer sa solution numérique. Alors, quand on parle de virage numérique, la première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est la porte d'entrée. Et la porte d'entrée d'un site Internet, c'est évidemment son nom de domaine et sa marque. Et l'un des premiers sujets sur lesquels vous devez vous préoccuper, c'est de bien vérifier la disponibilité de vos différents vocables, que ce soit un nom, mais également des logos et autres catégories de marques et gestion après des noms de domaine, sachant que une stratégie commerciale ne doit pas être bloquée par derrière un litige avec un concurrent éventuel. Donc bien anticiper ce sujet-là est un point essentiel. Héloïse, sur la partie typologie d'offres de sites qu'on peut trouver. Bonjour à tous. En effet, lorsqu'on décide de mettre en place un site en ligne, il y a quelques questions qu'il faut se poser en amont. Donc, Olivier nous a présenté le choix du nom de domaine, des marques, la disponibilité, etc. Il faut aussi choisir le type de solution que vous souhaitez choisir pour mettre en place votre site. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez une solution clé en main. Donc là, en fait, vous intégrez du contenu. Vous avez une solution avec un hébergement, un webmaster, parfois même la réservation de vos noms de domaine. C'est une solution qui est très pratique parce que vous avez beaucoup de plateformes maintenant de e-commerce qui existent avec même parfois des CGU, des CGV qui sont pré-rédigés. C'est très bien. Après, il faut réfléchir aussi à ce que vous souhaitez pour votre site Internet. Vous avez peut-être aussi la volonté d'avoir un site Internet
que vous allez davantage réaliser en fonction de l'image de votre marque, en fonction de vos choix, de vos besoins, etc. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être plus se tourner vers une solution sur mesure. Et dans le cas d'une solution sur mesure, il faut avant tout trouver un développeur, trouver un webmaster, etc. Et contractualiser avec eux, gérer la partie propriété intellectuelle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer de votre site internet et quelles seront les prestations de maintenance pour assurer la pérennité de votre site, que ce soit son évolution, sa disponibilité, si jamais il y a un bug. Il faut que vous puissiez rapidement agir, avoir un webmaster et des équipes qui sont quand même disponibles et dédiées à la résolution de votre problème. Donc voilà, c'est des choix à faire en amont. Soit vous faites le choix d'une solution peut-être plus simple dans un premier temps, mais pour laquelle vous ne pourrez pas forcément avoir tous les droits de propriété intellectuelle parce que c'est une solution clé en main et la plateforme, en fait, elle ne vous appartient pas, seulement le contenu vous appartient. Ou alors un site sur mesure, et dans ce cas-là, faut anticiper la contractualisation donc, avec le développeur du site en question. D'accord. Merci, merci Héloïse. Donc oui, pardon Charles, j'allais justement te laisser la parole pour. Et j'allais juste me permettre de rajouter tout simplement qu'il ne faut pas oublier que quand on se place du point de vue de l'entrepreneur, généralement la problématique qu'on a au moment où on se lance, c'est qu'on a un budget limité et qu'en fait on cherche les postes où on va pouvoir ne pas dépenser d'argent. Et généralement, dans la logique entrepreneuriale, les avocats font souvent partie des postes qu'on essaie de couper à tous les prix parce que on doit arbitrer des sommes d'argent limitées. Et c'est souvent cette stratégie-là qui peut se transformer entre guillemets en une fausse économie. Parce que on le sait bien, notamment sur Internet, en termes de marque, de nom de domaine, il y a énormément de sociétés qui font quasiment leur business sur justement le fait d'attaquer d'autres boîtes par rapport à des noms très génériques, des choses comme ça. Et donc là, ça peut vraiment venir créer par la suite, pour finalement quelque chose qui n'aurait pas été très très cher auprès d'un avocat, de faire vérifier la validité d'une marque, une petite recherche en amont. On peut se retrouver avec des litiges qui prennent des mois et qui coûtent du temps et de l'énergie, finalement pour pas grand-chose. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même important. C'est tout à fait, Charles. C'est parfaitement. Tu engages sur la transition. On a créé son site. On a besoin de conseils, on a besoin d'anticiper et on a besoin de faire appel à des sachants en la matière. Lorsqu'on crée sa solution numérique, il faut prévoir un certain nombre de choses. Il y a des mentions qui sont obligatoires, certains documents que l'on doit prévoir, certaines mentions qui sont, donc je le disais, obligatoires. Je vais laisser la parole à Olivier pour nous présenter les différents conseils essentiels dans le cadre de la création de sa solution numérique. Merci Jean-Baptiste. Effectivement, il y a une confusion généralement, quand je le vois chez certains de mes clients, entre différentes notions qui sont vraiment très différentes et certaines sont obligatoires, certaines sont facultatives, certaines sont très recommandées. Le principe de base, c'est simple. Vous avez des mentions légales qui sont obligatoires sur tous les sites Internet. Elles sont prévues par la loi pour la confiance en l'économie numérique, mais également par le droit de la consommation. Très simplement, ces mentions légales, c'est quoi? C'est des informations sur l'éditeur, c'est des informations sur l'hébergeur et c'est la nomination d'un directeur de publication qui est un peu comme un tiers de presse, la personne qui sera responsable sur du site. Après, généralement, il y a une petite confusion qui est opérée lorsqu'on parle de conditions générales entre les CGU et les CGV ou les CGA. Et c'est vraiment deux choses très différentes qu'il est important de comprendre. Les CGU, comme leur nom l'indique, c'est des conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire qu'elles ont pour vocation d'encadrer l'utilisation du site par les visiteurs. D'usage, les conditions générales d'utilisation ne sont pas validées préalablement à l'accès au site Internet. Vous n'allez pas sur un site vitrine et avant, vous acceptez les CGU. Le point des CGU, c'est simplement d'établir un peu à l'instar d'une charte un petit peu au sein du site, c'est de voir quels sont les fondamentaux liés à l'exploitation du site et comment vous pouvez, entre guillemets, vous balader dans le site et dans quel périmètre vous pouvez vous balader dans le site et l'exploiter. Les CGV ou les CGA, c'est plus important et c'est pour ça que nous avons considéré qu'elles sont indispensables. Pourquoi? Parce que les conditions générales de vente, on va prendre le cas des CGV ou des conditions générales de service éventuellement, sont un contrat entre la personne qui vend et la personne qui achète. Que ça soit dans le cas de sites B2B, où là, ce sera plutôt le code de commerce qui s'appliquera, ou de B2C, où là, ce sera le code de la consommation,
Les conditions générales ont pour vocation à encadrer la manière dans laquelle vous allez vendre vos produits ou vos services sur Internet. Et à ce titre-là, en cas effectivement de litige ou de difficulté, sur lesquels vous allez vous référer pour voir ce qui avait été prévu ou pas prévu. C'est aussi de manière très claire, ça peut être un outil très pédagogique, hein, c'est pas simplement de la littérature juridique, même si effectivement on a tendance à pas nécessairement tous les lire. C'est aussi une manière pour le site de pouvoir expliquer de quelle manière il fonctionne et quel est le service qu'il propose et, le cas échéant, le service qu'il ne propose pas. Vous avez aussi tout un aspect en matière de données personnelles. Oui, exactement. Donc on a les politiques de protection des données ou politiques de confidentialité ou privacy policy, enfin, vous les appelez comme vous voulez, mais il faut quand même les prévoir sur vos sites internet parce que j'ai du mal à croire que ça puisse être possible un site qui ne collecterait pas des données. Le règlement européen à la protection des données, qu'on appelle aussi le RGPD, qui a été adopté en 2016 et qui est rentré en vigueur en 2018, a confirmé cette obligation qui existait déjà sous la loi de 78 de prévoir en fait des mentions d'information sur le traitement des données. Quel est l'objectif ? Informer les personnes, les visiteurs, les utilisateurs de vos sites des traitements de données qui sont réalisés sur votre site. C'est le pourquoi, le comment et qui peut avoir accès aux données. Quelle est la durée de conservation, etc. La politique de protection des données, aujourd'hui, elle est indispensable sur tous les sites et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de la rédiger, de faire attention à comment elle est rédigée parce que vous avez des décisions très récentes de la CNIL, des délibérations donc, qui viennent à rappeler l'importance de la transparence dans cette information, que le texte soit adapté au public. Donc on n'est pas sur un texte juridique qui est juste là pour venir remplir une obligation. On est vraiment là sur un document qui doit être disponible, facilement lisible, accessible pour le public et qui soit compréhensible. Donc là, il faut vraiment faire un effort à la fois de respecter une obligation légale, mais aussi d'adapter ce texte pour qu'il soit compréhensible pour le commun des mortels. Vient s'ajouter à la protection des données, donc à la politique de confidentialité, également toute la question des cookies. Donc je pense que ça, tout le monde est au fait de la nécessité de prévoir quelque chose pour les cookies. Jusque-là, on était encore un peu sur une espèce de flou artistique, mais la CNIL est venue rappeler quand même les obligations en matière de cookies. Donc là, dès lors qu'on n'est pas sur du cookie purement technique, il va falloir que vous obteniez le consentement et que vous puissiez permettre aux personnes de tout refuser. Donc ça, c'est des outils à mettre en place sur votre site, bien vérifier parce que par exemple, tout à l'heure, je parlais des solutions clés en main. Il faut savoir que sur certaines solutions clés en main, les outils de gestion des cookies sont pas forcément à jour et pas forcément adaptés. Moi, je sais que pour mon site, il avait fallu que je rectifie ce point-là. Donc là, il y a aussi des choses à vérifier en amont pour cette partie sur les cookies. Et je dirais même parfois, souvent, sur ces outils clés en main, aller quand c'est possible, chercher des acteurs français qui seront plus réactifs sur justement les contraintes françaises. On a malheureusement un peu cette malédiction de l'inflation juridique qui fait que on fait souvent beaucoup plus en France sur ces points-là que dans d'autres pays. Et là, ça peut vite devenir compliqué quand vous utilisez des très gros acteurs internationaux. D'avoir quelque chose qui soit spécifiquement adapté à la France, parce que finalement, pour eux, ça reste une poussière dans l'océan de sites Internet qu'ils gèrent et donc pas une priorité. Exactement. Tout à fait. Et puis je pense que voilà, ce qui ressort ici, c'est qu'il faut savoir prendre conseil en amont. L'objectif, c'est d'être vigilant, c'est d'éviter de partir au contentieux derrière, donc de respecter un certain nombre de choses. Quelques conseils. Alors juste avant, j'en profite parce que je ne sais pas si ça vous a été précisé. Vous avez la possibilité de nous adresser un certain nombre de questions si vous souhaitez avoir des précisions sur certaines réglementations ou sur un retour d'expérience de la part de Charles, notre entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, je disais, être vigilant, c'est capital dans la création de son outil numérique. Être vigilant, ça nécessite des consultations préalables. On a différents conseils à vous donner. On parle
souvent, on se pose la question de savoir, lorsqu'on copie un certain nombre de contenus qui vient d'autres sites, est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée? Olivier, je crois que tu as des réponses à apporter sur cette thématique. Alors, on a quelques réponses effectivement avec Héloïse. Et d'abord, une demande par pitié. Moi, je vous avoue que le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant « mais vous n'auriez pas un modèle ?» La question est un petit peu compliquée parce que, bien évidemment, non, je n'ai pas de modèle en tant que tel. Pour une simple et bonne raison, c'est que des documents ou des mentions ne se recopient pas. Évidemment, lorsque vous allez sur des sites internet, vous trouverez une trame ou un état d'esprit qui est un petit peu commun, mais en réalité, chaque condition générale et chaque gestion des documents en interne doivent être différents. Pourquoi? D'abord parce que vous avez des raisons juridiques. Les raisons juridiques, elles sont simples. C'est que les éléments sont protégés. Alors, par un droit de propriété intellectuelle, mais également au titre du droit de la concurrence et notamment du parasitisme. Je vous explique très simplement les choses. Comme l'a dit tout à l'heure Charles, effectivement c'est un investissement et beaucoup de sociétés investissent parfois dans du juridique justement pour construire des conditions générales qui soient adaptées et qui fonctionnent. Donc il y a un investissement matériel ou financier et par conséquent lorsqu'on récupère les conditions générales d'un tiers, eh ben, on s'approprie quelque part clairement du parasitisme et évidemment sans les citer, vous avez de nombreux acteurs qui attaquent très régulièrement leurs concurrents et qui gagnent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut faire très attention à ce point-là pour être effectivement différenciant. Ensuite, le deuxième point, et là encore, c'est une demande, je me permets de me livrer sur cette conférence, mais c'est sur la réglementation. Généralement, le postulat de départ, c'est de dire, mais si quelqu'un qui a l'air sérieux le fait, c'est que c'est bien fait. Croyez bien que c'est une erreur absolue. Absolue parce que par définition, aussi bien les petites sociétés que les grosses sociétés sont attaquées régulièrement et de nombreuses décisions très récentes, encore une fois des acteurs très importants américains, ont perdu devant des associations de consommateurs notamment dans le cadre de la rédaction de documents qui n'étaient pas bons, qui ne respectaient pas la réglementation en droit de la consommation, en droit tout simplement du commerce. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc il ne faut absolument... Quels sont les types de sanctions justement qui sont prononcées c'est des sanctions. Les sanctions généralement, c'est des sanctions qui sont financières. Comme ça passe généralement par des associations de consommateurs, généralement les associations de consommateurs essayent de taper très fort pour montrer justement que c'est difficile. Et puis indépendamment de ça, effectivement, il y a la sanction financière, mais je dirais, à la rigueur, ça c'est un détail. Ce qui est le plus difficile, c'est toute la gestion de l'après. C'est-à-dire que ça veut dire que sur tout ce que vous avez fait avant, sur la base de ces conditions générales-là, eh ben, potentiellement, vous pourriez, du fait de la publication des décisions, parce que les décisions sont généralement publiées dans la presse sur les plus importantes, vous pourriez avoir un nombre de réclamations qui vont se suivre suite à la publication des décisions qui est important. Et puis derrière, vous aurez l'obligation de remettre conforme, donc de réinvestir des sommes parfois importantes parce que justement, petit à petit, vous aurez eu des couches et des strates de non-conformité qui fait que l'ensemble du document est à refaire dans son intégralité. Donc ça fait partie des éléments. Et de toute façon, Héloïse, je pense qu'on peut confirmer que ce n'est pas adapté. Non, alors il faut vraiment faire attention à ça. Moi, j'ai eu souvent, en fait... des clients qui venaient après coup, on a copié-collé à droite à gauche des CGU, des CGV ou des politiques de confidentialité, ou politiques de protection des données. Et ils nous envoient le document. Donc c'est une espèce de patchwork de dispositions qui se ressemblent pas, qui vont pas. Et alors du coup, nous, ça nous fait encore plus de travail que si on était parti d'une page blanche, parce que bien sûr qu'on n'a pas des modèles types, mais on a quand même des trames. On sait qu'est-ce qu'on doit prévoir dans chaque document. Et en fait, c'est plus simple de partir suite à une discussion avec un client, quelle est son importance, sur quoi il veut qu'on s'appuie, quel est le langage qu'il veut qu'on ait avec les utilisateurs de son site, comment il veut qu'on tourne la politique ou les CGU. Et c'est plus facile de partir d'une page blanche que de repartir d'un document qui est pas du tout adapté, qu'on va essayer d'adapter. Mais alors... On est obligé de forcer un peu le trait, de reprendre des dispositions. Enfin, vraiment, c'est en général plus un casse-tête qu'autre chose. Et puis, c'est surtout que je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée, parce que ces derniers temps, en revoyant certaines politiques, je voyais bien que l'intérêt qu'il y avait de rédiger sa propre politique, c'était aussi d'intégrer sa politique, par exemple, de protection des données dans l'image de sa marque. C'est-à-dire un site Internet, sa façon de rédiger ses CGV, ses CGU, sa politique,
comme on est de plus en plus dans la transparence, dans l'objectif de dire on va s'adapter en fait à son public et on va pas parler que juridique, et du coup on travaille aussi son image de marque sur ces documents. Et ça c'est vraiment important de se dire mieux vaut partir d'une page blanche, d'avoir peut-être un langage un peu simple. Moi franchement je pense que c'est tellement mieux d'avoir une politique qui est peut-être plus courte avec moins de langage. Que les politiques à la Google où en fait on est perdu au bout de 3 renvois par lien hypertexte. Donc bon, voilà, c'est vraiment des choses à avoir en tête. Enfin, je sais pas si. J'allais Charles, dire en fait, ce qui est important avant tout, c'est, je pense déjà de trouver le bon avocat. Dans la culture populaire, l'avocat c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, celui qui va tout bloquer. Et c'est pas le cas parce qu'en fait, si on trouve le bon avocat, on arrive aussi à finalement prendre des contraintes et à les transformer en atouts. Typiquement, les CGV, on peut voir ça comme une vraie contrainte qui est là parce que la loi nous l'impose, parce qu'il faut protéger les clients. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les CGV, c'est aussi un peu le dernier recours quand on a un litige avec un client qui va aussi permettre de protéger l'entreprise en fixant les limites et en disant je suis désolé, mais finalement, c'était prévu dans les CGV, c'était très clairement défini et on ne peut pas faire ci ou ça parce que c'était... Et donc voilà, et c'est là où le bon avocat qui va finalement prendre en compte, au-delà de la contrainte juridique, les enjeux du business et les intégrer dans la documentation qui est produite, va permettre finalement de transformer ça en un vrai atout pour l'entreprise. Parce que voilà, dans la relation avec un client au quotidien, je sais que nous, en tant que business, alors c'est pas toujours vrai pareil, on essaie de jamais se référer à un client, au CGV avec un client, parce que c'est un peu l'arme de guerre, quoi. Non, mais on vous avait dit que c'est jamais très bon dans la relation. Par contre, quand le litige peut se compliquer, là au moins on a un document sérieux qui permet vraiment de venir un peu mettre un terme à la discussion en disant écoutez, c'était prévu X, Y, Z. Et donc ça, c'est très important finalement, et c'est ce rôle de conseil-là qu'il faut arriver à trouver, avec l'avocat et vraiment lui faire comprendre que finalement, ce qu'on veut, c'est pas juste recevoir de la documentation qui réponde aux contraintes juridiques, mais également à vraiment en faire des assets, des moyens tangibles pour le business d'être plus performant. Justement, Charles, j'ai une question d'un participant qui te concerne directement sur la création de ton site. On me demande comment est-ce que toi, tu as fait pour créer tes CGV, CGU. Est-ce que tu as fait appel à un avocat? Si oui, combien de temps ça a pris? Est-ce que tu l'as rencontré à plusieurs reprises? Et surtout, et c'est une question qui revient à plusieurs reprises, combien ça a pu coûter? Quel est le coût de la prestation d'un avocat sur ce genre de conseil? La réponse, elle va être un peu spécifique. Moi, je suis de formation juriste d'affaires. Donc, j'ai rédigé les CGV moi-même dans un premier temps. Et ensuite, je les ai retravaillés. Mais c'est une relation continue en fait avec notre cabinet d'avocats, puisqu'on a un cabinet français qui est dédié à nos activités françaises et qui nous accompagne sur tous les sujets qu'on peut rencontrer. Puisque les CGV, c'est quelque chose de vivant. Déjà parce qu'il y a des évolutions législatives et qu'on est obligé évidemment de les prendre en compte et de s'adapter, mais également parce que la pratique commerciale, des soucis rencontrés avec des clients ou des choses comme ça, ou même des changements dans notre business vont faire qu'à un moment donné, on va devoir amender ces CGV. Donc pour toutes ces raisons-là, finalement, il n'est pas rare qu'on ait à peu près, on va dire, 2 à 3 mises à jour annuelles de CGV. Donc c'est vraiment quelque chose de vivant, et aujourd'hui on a une avocate spécialisée en droit de la conso qui nous accompagne sur ces sujets-là. En termes de tarifs, honnêtement, je sais que c'est frustrant pour les gens qui posent la question, mais que vous alliez voir si vous allez faire rédiger vos CGV par Baker & McKenzie à Paris, ou que vous allez voir Monsieur Duchemol à la Roche-Migène, je veux dire, les structures de coûts n'ont rien à voir. Donc c'est assez difficile de donner un ordre d'idée. Ça peut aller on va dire de quelques centaines milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des très gros sites qui ont des conditions d'exercice très compliquées dans plusieurs pays.
Donc là, c'est pas entre guillemets, on n'est pas dans du prêt-à-porter, mais en tout cas, c'est faisable à des budgets tout à fait raisonnables. Et surtout, c'est pour des gens qui font du e-commerce, je veux dire, c'est la pierre angulaire de l'activité web, c'est les CGV. Donc, s'il y a bien un poste sur lequel il faut pas économiser, c'est celui-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que justement, j'ai une question, excuse-moi Olivier, j'ai une question d'un participant et je te rends la parole juste après. On me demande si les webmasters sont à même de pouvoir rédiger des CGV, CGU, ou de savoir quelle était la plus-value d'un avocat dans le cadre de ce genre de rédaction. J'imagine que vous, dans le cadre de vos activités, vous avez régulièrement affaire à ce genre de situation. Si vous pouvez faire un état alors, le webmaster, c'est pas un juriste. Hein. Le webmaster, alors il peut y en avoir peut-être à la marge qui ont la double casquette, mais non, le webmaster, c'est pas quelqu'un qui rédige les CGV. Le problème dans les CGV, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la subtilité. Finalement, on en revient à la qualification juridique de l'activité. On peut avoir l'impression que deux sites font exactement le même business, sauf que peut-être que dans les modalités d'exercice du business, on s'aperçoit qu'en fait, ça emporte deux qualifications totalement différentes de l'activité. Et donc, des CGV pris sur un site pourraient mettre en difficulté presque son concurrent parce que finalement, ils ne font pas la même chose, même si, pour le consommateur, on peut avoir l'impression que c'est exactement la même chose. Et c'est là la plus-value de l'avocat, évidemment, c'est d'être capable d'identifier correctement la qualification juridique et le mode d'activité de l'exercice et d'avoir des CGV qui soient appropriés à celle-ci. Et je voudrais juste Olivier, rajouter, oui, je voudrais juste rajouter un petit point, c'est qu'effectivement, alors sur la question du webmaster, je pense que par exemple, quelqu'un ne me demanderait pas à moi de développer son site internet, donc parce que je n'ai absolument pas les compétences pour le faire, même si je vois effectivement concrètement ce que c'est qu'un code et comment ça marche dans le cadre de mes dossiers, moi je ne suis pas capable de faire un site internet. Donc la question va dans les deux sens. Et pour désacraliser un petit peu la question des tarifs, je pense que certaines personnes qui assistent en ce moment se posent la question aussi des sites internet qui proposent des conditions générales qui sont toutes faites. Très clairement, je parle pour moi et à titre personnel, je ne me considère pas du tout en concurrence avec ces sites-là parce que nous ne proposons pas du tout la même prestation, le même service. C'est-à-dire que eux proposent un service qui est adapté pour une certaine catégorie de clientèle dans le cadre d'un développement éventuel et par rapport à un coût qui souhaite être établi. Et je l'entends très bien. C'est vrai qu'aller rechercher un avocat, et ça c'est vraiment le point essentiel, c'est aller rechercher du conseil. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. C'est chercher du conseil et chercher quelque chose qui va être adapté à son activité. Par contre, très clairement, le conseil que je pourrais donner sur la question du prix, c'est d'avoir une vraie visibilité sur le prix. C'est-à-dire que il y a différents modes de facturation au sein des cabinets d'avocats. Quoi qu'il en soit et quel que soit le mode de facturation qui a été établi, la vraie recommandation, c'est de s'assurer par une convention d'honoraires qu'il y a un périmètre pour qu'il n'y ait pas de frustration d'une part ou d'autre en fonction du travail à établir. Très bien. Bon, mais écoutez, on va avancer, avancer parce que le temps tourne. On a parlé longuement de la création de la solution numérique. Alors certes, elle est créée. Maintenant, il faut la gérer. Il faut gérer cette solution. Son site, il y a du contenu qui est disponible dans le site ou qui concerne le site. Comment est-ce qu'on gère ce propre contenu? Olivier, je te renvoie la balle. Merci beaucoup. Très rapidement sur la question du contenu, parce que c'est une question qui revient souvent quand on crée son site. Très rapidement, il faut distinguer entre trois types de contenu. Vous avez votre propre contenu, c'est celui que vous diffusez vous en qualité d'éditeur. Selon la loi et la jurisprudence, l'éditeur, c'est celui qui assure le contrôle éditorial, comme son nom l'indique. Donc vous savez ce qu'il y a sur votre site et vous en êtes responsable, notamment en termes de droit de la consommation, mais pour des sites B2C, mais également si vous diffusez un contenu illicite, une photographie sur laquelle vous n'avez pas eu l'autorisation de diffusion, ou par exemple l'image de quelqu'un qui ne vous a pas donné cette autorisation-là. Donc là, c'est assez simple, il n'y a pas de difficulté. Là où il va y avoir une petite subtilité, c'est pour le contenu des visiteurs. Vous êtes un réseau social, vous mettez en place des commentaires, et là, il y a deux philosophies qui s'opposent, et chacun, évidemment, a sa propre philosophie par rapport à ça. La première philosophie, c'est de dire, moi, je veux que tout ce qui est sur mon site soit carré, et je veux le valider. C'est ce qu'on appelle la modération a priori. Si vous validez le contenu avant, ça veut dire, comme je viens de le dire, que vous avez choisi le contenu éditorial. Si vous avez choisi le contenu éditorial, vous en serez responsable, même si ce n'est pas vous qui avez rédigé le contenu.
En revanche, si vous mettez en place un mécanisme qui est le plus souvent utilisé, où des commentaires peuvent être directement diffusés, vous serez qualifié selon la loi théoriquement, évidemment, en qualité d'hébergeur, c'est-à-dire en qualité uniquement de prestataire technique en réalité sur ce commentaire-là. Et vous n'avez pas d'obligation de surveillance déjà de ce contenu. En revanche, vous avez une obligation de retrait si jamais vous avez été au courant de contenus dits manifestement illicites. Généralement, c'est des choses assez graves, mais la jurisprudence tend un petit peu à se complexifier sur le sujet. Mais en tout cas, vous devez le retirer si vous en avez connaissance. Et pour en avoir connaissance, vous devez mettre en place un mécanisme de signalement. Enfin, dernier point, c'est pas sur votre site, mais ça vous concerne. C'est les avis sur des commentaires clients, de la gestion des avis. Très rapidement, parce que je pense que tout le monde est au clair par rapport à ça, il y a un principe général de liberté d'expression, évidemment dans les limites posées par la réglementation, c'est-à-dire qu'on peut diffuser un commentaire, on peut dire qu'on n'est pas content ou qu'on est content sur une prestation, mais par contre, évidemment, ça ne doit pas dépasser le cadre de cette liberté d'expression. Charles, peut-être quelques mots sur la gestion du contenu. Est-ce que tu peux nous faire éventuellement un retour d'expérience dans le cadre de ton activité? Oui, alors très, très rapidement, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas vraiment de problématique de publication de contenu par des tiers sur notre plateforme e-commerce. Le contenu nous appartient, c'est du contenu qui est produit pour notre compte et dont on détient l'intégralité, la propriété intellectuelle. À la marge, je dirais peut-être la problématique des avis, des commentaires clients. Encore une fois, là, je ne peux que recommander de passer par des plateformes vraiment carrées. Il y a plusieurs gros acteurs dans le monde qui gèrent les avis clients. On a de la chance d'avoir un très bel acteur français qui va vraiment procurer une solution très très carrée. Et encore, donc voilà, c'est toujours pareil, toujours bien vérifier le périmètre des outils qu'on utilise. Parce qu'il y a évidemment en plus tout un tas de considérations de respect de la vie privée, de la donnée des clients à travers la collecte des avis clients avec les emails, la gestion des emails, du nom des personnes, etc. Donc c'est encore une fois l'utilité de faire appel à des plateformes assez éprouvées et sérieuses. Très bien, c'est la thématique d'après justement, les données personnelles, la gestion de la demande de ces données, tout ce qui concerne l'accès, l'opposition, l'effacement. Il y a toute une réglementation à respecter. Je crois qu'Héloïse, ça fait partie de ta spécialité, donc je te laisse la parole. Merci. Oui, alors c'est vrai que c'est des droits qui existaient déjà antérieurement au règlement, mais ils ont été un peu mis en lumière avec l'adoption du règlement. Il y a des nouveaux droits qui sont apparus également. C'est un point de vigilance à avoir parce que donc d'une part c'est une obligation légale de respecter en fait les demandes d'exercice des droits des personnes. Donc ça peut être, je sais pas, un client qui vous demande un droit d'accès à ces données, est-ce que vous traitez mes données et pourquoi, etc. Vous pouvez avoir aussi des demandes d'opposition, à plus recevoir de la prospection parce que vous envoyez des emails sur vos offres, vos promotions. Vous pouvez également avoir des demandes de correction, des demande de retrait de consentement si vous avez recueilli le consentement de la personne, etc. Donc vous avez plusieurs droits qui s'appliquent. Il faut savoir que vous avez un délai d'1 mois pour répondre à ce droit, donc à ces demandes. Que la demande soit fondée ou pas fondée, il va falloir que vous apportiez une réponse. Et ça, vous avez 1 mois. Et 1 mois, ça passe extrêmement vite. Moi, je le vois avec les clients. Ils ont beau avoir un délégué à la protection des données, etc. C'est toujours dans les 3 derniers jours avant que ça se termine que tout le monde se dit mais bon, alors on répond quoi là? Et c'est vrai qu'il faut mettre en place des processus pour que ces demandes elles soient gérées, elles soient traitées et aussi vérifier les demandes. C'est-à-dire que vous recevez une demande obscure d'exercice, je sais pas, de suppression de données clients, alors que la personne vient de passer commande, je suis pas sûre qu'il faille répondre par oui, on supprime parce que de toute façon, il faut respecter la réglementation, etc. Il faut pas se précipiter dans le traitement des demandes. Bien sûr, on a 1 mois, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut vraiment prendre le temps, quitte à consulter quelqu'un qui s'y connaît et qui va vous dire, bah oui, là, pour cette demande d'effacement, il y a une partie des données, vous devez les effacer parce que vous n'avez plus de raison de les traiter.
Et pour cette partie-là, non, parce que en fait, la personne a contracté avec vous, donc vous devez conserver certaines données parce que il y a eu un contrat et vous avez des obligations légales aussi de conservation de certaines données, notamment de consommateurs qui ont passé des contrats avec vous en ligne. Donc voilà, vous avez quand même un certain nombre de choses à vérifier en amont et c'est là aussi que parfois le conseil de l'avocat a son intérêt, c'est d'éviter d'effacer des données que vous n'auriez pas dû effacer parce que du coup le risque c'est que vous êtes en violation de données personnelles ou même vous perdez en fait de la donnée, mais aussi de respecter en fait la réglementation qui vous impose de répondre à ces demandes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez beaucoup de demandes. Alors, chez vous, Charles? Aujourd'hui, on n'a pas énormément de demandes en France. On Ouais. en a, par exemple, plus en Angleterre. C'est pas encore quelque chose qui est devenu, qui est très très courant sur la France. Après, je pense que c'est clairement quelque chose auquel on va devoir faire face de plus en plus pour une bonne et simple raison, c'est que vous avez maintenant des outils qui systématisent ces demandes de suppression de données personnelles, qui en fait vont se connecter à votre boîte mail et vont générer automatiquement auprès de tous les expéditeurs de mails que vous avez reçus des demandes d'effacement. Et donc ça va, entre guillemets, cette industrialisation des demandes de désabonnement, de suppression de données personnelles, elle risque malheureusement de prendre de l'ampleur et de submerger potentiellement les acteurs qui ne se sont pas bien préparés. Après, je pense que cette réforme, entre guillemets, elle a un point très positif, c'est qu'elle nous a forcé à finalement mieux identifier la chaîne de la donnée au sein de nos entreprises, de bien comprendre où est-ce que la donnée de nos clients part, ou en tout cas par où elle transite, parce que c'est vrai que voilà, on a un CRM qui va gérer la donnée pour faire du marketing, mais on a une plateforme pour la gestion du service client qui va gérer les demandes clients, on a une plateforme qui va gérer toute la partie logistique, et donc on s'aperçoit que finalement ces bribes de données personnelles, elles peuvent très vite se retrouver dupliquées dans énormément de plateformes. Et donc là, ce qui est très important, c'est surtout d'avoir un process fiable qui va faire qu'au moment où un client génère cette demande, on est capable de dire à telle équipe, toi tu vas effacer ça ici, toi tu vas effacer ça là, ça on le garde parce que sinon on ne peut plus appliquer la garantie sur le produit, ça part là, ça on est obligé de le garder parce que sinon fiscalement on n'est plus en conformité. Voilà, c'est finalement, ça peut paraître impressionnant, en réalité ça n'est pas tant que ça à partir du moment où il y a les bons process. Oui, et puis il faut avoir aussi en tête que si vous commencez à être en litige avec un client et qu'il vous fait une demande de droit d'accès, c'est peut-être qu'il veut récupérer de l'information le concernant et des informations que vous traitez. Charles parlait justement des CRM, de tout suivi client, etc. Il faut savoir aussi que c'est des droits qui peuvent être aussi à des fins de preuve, en fait, utilisés à des fins de preuve. Donc, c'est vraiment, il y a toute une stratégie qu'il y a autour des droits sur la protection des données qu'il faut vraiment avoir en tête et sur aussi la gestion des commentaires par le service client, comment on les gère, etc. pour qu'il n'y ait pas des propos inappropriés, pardon. Donc vraiment, il y a toute une gestion de ces données à avoir et je sais que ça prend un peu de temps. Et c'est en ça que je rebondis, parce qu'il faut avancer, je crois qu'il nous reste un peu moins de 7 minutes, donc ça va très très vite. C'est en ça qu'il ne faut pas avoir peur à prendre conseil. Les questions qui reviennent régulièrement, c'est sur le coût de l'avocat. Le conseil de l'avocat permet de vérifier en amont ce qui est faisable, permet de vous conseiller sur les mentions qui sont obligatoires, recommandables ou facultatives, permet de vous conseiller sur la gestion du contenu et des données personnelles, mais ça permet également d'anticiper. Sur l'anticipation, il y a 2 types d'anticipation à prévoir. Ce sont les risques de contrôle et les risques de litige. Sur les risques de contrôle, je vais laisser la parole à Olivier pour nous expliquer un petit peu quels sont ces risques-là. Oui, je vais essayer d'être très rapide pour essayer de ne pas être trop anxiogène sur ce point-là. Très simplement, en fait, sur des sites e-commerce, les vraies difficultés portent sur la question de la consommation, on l'a beaucoup évoqué, et également sur la question des données personnelles. Donc, on a souhaité parler de la DGCCRF notamment et toutes les autres autorités de ce type et la CNIL. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt évoquer des questions que j'ai eu l'occasion de traiter. Actuellement, par exemple, j'ai un de mes clients qui propose des produits, qui a eu un contrôle sur en ligne, sur son site internet de la DGCCRF, parce que, en toute bonne foi, il a communiqué des informations que la DGCCRF a considérées être des informations de type médical. Il ne savait pas qu'il y avait une terminologie spéciale à utiliser, et typiquement, on est là pour le conseiller et voir par rapport à ce qui est prévu par les textes
ce qu'il est possible de faire ou pas faire. De la même manière, vous avez de nombreuses conditions générales qui prévoient un mécanisme de juridiction applicable. Par exemple, ça fait partie des clauses dites abusives ou illicites. Faut le savoir, ou qui limitent la responsabilité. Charles évoquait tout à l'heure le fait d'utiliser un peu les conditions générales comme le dernier recours. C'est tout à fait exact, sauf que parfois, effectivement, ce dernier recours, ça peut être du bluff. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, typiquement, ce type d'autorité-là est là pour vérifier si les consommateurs sont bien informés. C'est pareil pour la CNIL. La CNIL fonctionne sur la partie politique de confidentialité avec des contrôles en ligne ou des contrôles sur place. Le point principal, c'est de vérifier que le traitement est bien effectué dans les règles de l'art. Et un dernier point, parce que je crois que le temps manque, un dernier point qui est très très important, c'est de ne pas imaginer que parce que vous êtes petit, vous ne serez pas contrôlé. Il faut bien savoir que vous pouvez être petit, même si ça ne veut rien dire franchement, mais vous pouvez être petit, mais travailler avec des gros. Et si le gros est contrôlé, on vous demandera quand même des comptes. Donc faites bien attention à ça. Ok, très bien. Merci Olivier. Tu nous parlais d'anticiper les risques de contrôle. Autre type de risque, et c'est peut-être ce qui fait le plus peur aux entrepreneurs, ce sont les risques de litige. Alors, ils existent malheureusement, mais encore une fois, faire appel à un avocat en amont, ça permettrait d'anticiper ces risques-là. Héloïse, je te laisse la parole, si tu veux bien. Oui, donc depuis le début, on vous dit, j'espère qu'on n'est pas trop anxiogène sur l'idée d'avoir des documents bien rédigés pour limiter les risques, mais finalement, c'est un peu ça. C'est à partir du moment où vous avez des CGV qui sont bien cadrés, qui vous couvrent, que vous maîtrisez surtout, et qui sont clairs pour l'utilisateur, ça va en fait vous permettre de dormir sur vos deux oreilles parce que en fait, vous allez pouvoir vous dire cette partie-là, elle est gérée. Si j'ai un problème, je sais quoi faire, je sais comment l'anticiper. Il faut savoir que il y a des risques nécessairement liés à votre activité d'e-commerce. Vous pouvez avoir des mécontentements, des retours qui se passent mal, des livraisons qui se passent mal. Et ça, il faut savoir les identifier, les gérer et éviter que ça parte en escalade et directement en conflit ouvert et armé. Donc là, l'idée, c'est de se dire quel ton on va prendre, que justement Charles disait, on va pas tout de suite sortir les CGV et commencer à s'énerver. On va peut-être essayer d'abord de trouver une solution amiable, d'essayer de trouver un moyen d'entendement et surtout prendre cet exemple de pré-contentieux, on va dire, voire de contentieux, en exemple pour voir pour la suite qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce contentieux, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quoi on n'a pas été clair, sur quoi ça a bugué. Et donc, dans ces cas-là, on essaye de revoir en fait ces CGV, on essaye de revoir sa documentation pour l'améliorer et faire en sorte d'éviter ce genre de conflit dans l'avenir. Donc, je ne sais pas si Charles, tu as le temps de rajouter un petit mot. Très rapidement, je pense que on a couvert la question. Je pense que on peut même faire de cette stratégie-là un véritable avantage compétitif, notamment sur le web où on sait que les clients sont très prompts à aller contrôler, à aller comparer. Finalement, je dirais presque à quelqu'un qui se lance, allez regarder ce que font vos potentiels concurrents et essayer de faire mieux qu'eux sur le plan juridique, essayer d'avoir des conditions générales de vente qui sont plus customer friendly, qui sont plus adaptées au grand public, qui sont aussi peut-être tout simplement plus sympas. Enfin, voilà, c'est tout ça, ça peut vraiment être une vraie arme en fait, un vrai avantage compétitif dans le monde actuel où finalement il est très facile de comparer, de tout comparer. Oui, je te remercie. Enfin, on l'a bien compris, quel que soit le moment de la vie de son entreprise, le conseil est primordial et l'avoir en amont, ça permet d'anticiper un certain nombre de difficultés. Charles, tu as été un merveilleux ambassadeur des avocats. Je te laisserai la parole pour clôturer. J'avais juste une petite question, parce que ça paraît évident pour tout le monde. Héloïse, en 2 mots, on m'a demandé à plusieurs reprises ce qu'était un cookie. Si tu peux juste l'expliquer. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de cookie, ouais.
J'ai parlé de cookies, mais on peut parler en fait plus généralement de traceurs. L'idée, c'est que c'est un fichier qui va soit accéder à des informations sur le terminal de l'utilisateur, soit qui va se déposer sur l'utilisateur et qui va récupérer de l'information. L'objectif à l'origine des cookies, c'était de permettre de ne pas surcharger les serveurs des sites Internet. Donc, ça avait vraiment une fonction technique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le cookie avait aussi cette incroyable capacité, c'est de permettre en fait de suivre un utilisateur, d'avoir des informations sur sa navigation, etc. Aujourd'hui, vous avez une multitude de traceurs possibles et il faut vraiment voir à les identifier, à les distinguer selon qu'ils sont des traceurs purement techniques, c'est-à-dire ils ont une fonctionnalité purement technique, fournir le service au consommateur, lui permettre d'accéder au site, etc. Et ceux qui ont une vertu plutôt réseaux sociaux, publicitaires, pour lesquels il faut prévoir un consentement préalable. Voilà, c'est un peu difficile en moins d'une minute de parler technique, mais... Non, voilà. non, mais il n'y a pas de souci. Mais comme les questions revenaient régulièrement, Oui, je je me doute bien, c'est tout un sujet, mais... Et puis, je viens d'avoir une info officielle des Échos qui me dit que le temps est dépassé, mais qu'on nous laisse quand même clôturer. Donc, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Merci aux Échos. Peut-être chacun, Héloïse, Olivier, Charles, dans l'ordre pour clôturer et après, on remerciera tout le monde. Surtout, dites-vous que nous, on est assez ravis en général de pouvoir retravailler des documents et de les faire à l'image d'une marque. Enfin, moi, ces derniers temps, en fait, c'est devenu presque plus agréable de travailler des documents en les faisant à l'image de la marque d'un site internet et de s'adapter aussi aux clients. Et donc, n'hésitez pas à forcer ça avec votre avocat ou avec votre juriste, peu importe. Oui, simplement aussi remercier aussi pour ce thème qui est très intéressant et j'espère qu'en tout cas vous aurez appris des choses. Et juste un dernier point, n'oubliez pas que l'avocat est également un entrepreneur, donc il vous comprend aussi sur vos problématiques. Voilà, donc ça c'est important de le signaler. Charles, le mot de la fin peut-être. Oui, pas grand-chose de plus pour moi. Je crois qu'on est très contraint par le temps. Merci à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à nous contacter par la suite sur LinkedIn directement. Bonne journée. C'était un plaisir. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.